Merci Jean-Paul, merci Benoît. Bon, j'ai envie plus de poser des questions que d'apporter des réponses et de rebondir un petit peu. Alors à la fois sur la présentation de Brigitte Dormont et peut-être en la prenant sous un autre angle, pardon, et de répondre à une ou deux des questions posées par Roland, notamment sur le rôle des mutuelles en termes d'accompagnement de l'inflation des dépenses, parce que c'est un sujet aujourd'hui majeur, mais qui, je pense, est traité avec beaucoup trop de recul par rapport à la complexité des problèmes, et je vous dirai deux mots sur ce sujet. Euh, Sur les premières remarques sur la présentation de Brigitte, bon, la question à notre table ronde, c'est peut-on innover en matière de financement et de rémunération des soins? Moi, j'ai envie de transformer un tout petit peu la question et de dire pourquoi innover en matière de financement et de rémunération. Je n'imagine pas une seconde, pardon, moi qui entends mal en plus, si je ne fais pas d'effort pour les autres, c'est dramatique. Euh, la question, ce n'est pas de changer le système de rémunération pour changer. On a bien vu d'ailleurs, et Brigitte a insisté sur les difficultés qu'on pouvait rencontrer, le fait qu'il n'y a pas de système idéal. Jean-Paul faisait allusion à mon premier métier que j'ai abandonné très vite, c'est ce qui me vaut par contre l'amour des médecins. Mais effectivement, en fiscalité, on dit impôt unique, impôt inique. C'est-à-dire que tout le monde sait qu'il n'y a pas de système fiscal qui peut être juste et efficace s'il y a un seul impôt. Je pense que c'est pareil sur les rémunérations, c'est ce qu'a dit aussi Brigitte tout à l'heure. Alors, quelques questions en rafale sur les raisons qui peuvent nous conduire à changer de système de rémunération. Est-ce qu'on veut, je ne suis pas provocateur en commençant par celle-là, améliorer le revenu des professionnels, et notamment des professionnels mal rémunérés? La question mérite incontestablement d'être posée. Vous connaissez les chiffres. Tout à l'heure, un généraliste s'est exprimé. Le revenu des généralistes rapporté au PIB par habitant de l'ordre de 2,8 en France, de l'ordre de 3,5 au Royaume-Uni, de l'ordre de 4,2 aux États-Unis. À côté, évidemment, parce que c'est jamais binaire la situation, une hétérogénéité très forte entre les spécialités, une cohabitation de revenus insuffisants pour certains professionnels et de situation de rente. Est-ce que c'est le sujet auquel on veut s'attaquer? Chacun reconnaîtra que c'est un sujet qui mérite qu'on s'y intéresse un petit peu. Est-ce qu'on veut réorganiser l'offre de soins à travers un changement des rémunérations et des modes d'allocation de ressources? Bon, on peut avoir des objectifs très divers. Rééquilibrer ville et hôpital. Bon, ça a été dit à travers certaines interventions. Brigitte a pris l'exemple de la prise en charge des personnes âgées. On voit bien qu'il y a des conflits d'intérêts majeurs. Une mutuelle qui voudrait s'investir très fortement pour le maintien à domicile, elle se tire une balle dans le pied parce qu'évidemment, elle interviendra beaucoup plus fortement que dans le cas d'une hospitalisation. Comment organise-t-on la fongibilité dans ce domaine-là? C'est des vrais sujets. Comment sortons de l'hypocrisie ambiante qui consiste à dire, quand on nous présente un PLFSS cette année, en disant on rééquilibre en faveur de la médecine ambulatoire puisque le taux de progression est de 2,4, il est de 2,3 pour l'hôpital. Comme je m'ennuyais un petit peu dans le train en arrivant, à faire un petit calcul. Et partant de la répartition à peu près actuelle, 45% pour la médecine ambulatoire, 55% pour l'hôpital, et des masses actuelles, j'ai appliqué le taux directeur de 2,4 à la médecine ambulatoire et de 2,3 à l'hôpital. À votre avis, 50 ans après, quel est le résultat? Bon, je vérifierai mes calculs, mais je ne pense pas m'être trompé. Comme le voyage est un peu long, j'ai eu le temps de le refaire. Au lieu d'être à 45,55, on est à 45,57 versus 54,43. Ça veut dire qu'il faut 300-400 ans pour gagner 5 points. Bon. Donc on voit bien qu'avec des chiffres comme ça, on est dans l'hypocrisie la plus totale. On ne réforme rien et on ne rééquilibre absolument pas les éléments. Donc est-ce que c'est un des objectifs qu'on poursuit dans des changements de mode de rémunération? Évidemment, il faudrait travailler différemment. Est-ce que l'objectif, ça peut être de rééquilibrer l'offre de soins entre le nombre de spécialistes versus le nombre de généralistes, qui ne cesse de baisser en France? On va bientôt atteindre les 40%. Est-ce qu'il s'agit de rééquilibrer l'offre de soins entre les médecins et les autres professions médicales? On connaît aussi les déséquilibres qu'on connaît. Donc on voit bien qu'on peut avoir des objectifs très variés. Je vais en reprendre d'autres.
est-ce qu'on veut, pour être dans la ligne du rapport du Conseil d'analyse économique auquel Brigitte Dormand a contribué, est-ce qu'on veut favoriser la prévention, travailler par exemple sur une réduction de la mortalité prématurée évitable? Est-ce qu'on veut travailler sur la lutte contre le cloisonnement, c'est-à-dire favoriser, évidemment pour favoriser, rémunérer la coordination? Il suffit de se référer à ce que disait tout à l'heure le médecin généraliste qui intervenait en montrant la situation dans les Pays de Loire. Est-ce qu'on veut développer les coordinations professionnelles en les rémunérant? Pardon de cette énumération un peu longue, mais il est évident que si on ne commence pas par définir ensemble l'objectif qu'on poursuit, on va rester sur le débat qui s'est instauré, c'est-à-dire une présentation absolument objective des effets économiques des différents modes de rémunération, une incompréhension des acteurs qui vont effectivement être dans une logique dans laquelle leur grille de lecture n'est pas la même. Et enfin, je l'ai gardé pour la fin, est-ce que l'objectif, c'est pas de favoriser l'accès aux soins, qui évidemment va amener à poser des problèmes qui fâchent, qui sont ceux du paiement à l'acte et de son corollaire, parce que moi ce qui m'agace toujours, c'est qu'on parle toujours du paiement à l'acte et on ne parle jamais d'une des raisons du maintien du paiement à l'acte, qui est paradoxalement sa faiblesse et sa non-revalorisation, mais le paiement à l'acte, il permet les dépassements d'honoraires. Les autres modes de rémunération ne permettent pas de liberté tarifaire. Donc je crois qu'il faut se dire les choses. Une des raisons de l'attachement des médecins libéraux au paiement à l'acte, c'est la faiblesse des revalorisations qui, paradoxalement, les conduit à être attachés au seul mode de rémunération dans lesquels ils retrouvent des marges de liberté. Bon. Ça, c'est un sujet, pardon de le poser aussi brutalement, que l'on n'aborde jamais. Et c'est comme ça qu'il faut effectivement poser les questions, me semble-t-il. Alors, derrière, puis je vais m'arrêter parce qu'autrement, je vais être horriblement long, 2 ou 3 remarques. Mais comme Patrick Gasser m'a dit qu'il fallait qu'on se dise les choses et qu'on déménage un petit peu dans les débats, je préfère vous dire franchement ce que je pense. Derrière ces questions, quand on voit les questions par Brigitte, avec une revendication de donner une très grande marge de manœuvre au niveau régional. Non. Moi, c'est quelque chose qui me convient assez bien pour une raison très simple. Je pense qu'aujourd'hui, notre système de santé souffre d'un mal terrible. C'est la propension à penser que quand il y a un problème, une réponse de l'ordre de l'étatisation va le régler. C'est-à-dire un refus de la confiance envers les acteurs, quels qu'ils soient. De ce point de vue-là, les médecins sont ni mieux ni plus maltraités que la mutualité, donc c'est au moins un sujet sur lequel on peut retrouver une analyse commune. Mais ce refus de la confiance aux acteurs, dont la réponse peut être effectivement celle que développe Brigitte, nécessite, à mon avis, une réflexion préalable. C'est qu'il y a quand même un cadre national pour fixer les objectifs. Parce qu'autrement, on va partir dans des directions qui vont créer un nouveau type d'inégalité. Moi, je ne vais pas aussi loin que Brigitte. Quand Brigitte dit, par exemple, si dans une région, les médecins choisissent le paiement à l'acte, ben voilà, on travaille dans cette direction. Je pense que les questions que je posais avant méritent effectivement d'être posées, parce qu'autrement, ça ne sortira pas. Et dernière remarque, Benoît, pour ne pas être trop long, parce que j'ai conscience de ne pas prendre le temps de parole des autres intervenants, mais c'est vraiment des sujets sur lesquels j'ai envie quand même de poser ce qui me semble être les vraies questions, en tout cas. Dernière question, le rôle des mutuelles dans tout ça, que Roland a soulevé. Et il l'a soulevé sous un angle très particulier, c'est les mutuelles contribuent-elles à l'inflation, à l'augmentation des tarifs? Alors Roland a posé la question en disant, en prenant en charge le ticket modérateur. C'est pas ça le vrai sujet. Le vrai sujet, on le connaît, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur le paiement à l'acte, c'est que les mutuelles, elles alimentent d'autant plus les comportements inflationnistes que les prix sont libres, qui est une évidence. Et ce qui explique d'ailleurs l'énorme difficulté à traiter la question des dépassements d'honoraires entre les médecins et les mutuelles. Puisque d'un côté, l'insuffisance de revalorisation dans certains cas rend totalement légitime du côté des médecins les dépassements d'honoraires, et cette liberté de fixation qui dépend du seul colloque singulier met l'assureur dans une position infernale puisqu'il court après des prix qui sont fixés sur une base qui n'est pas objectivée. Donc c'est ça la question à laquelle il faut s'attaquer. C'est la raison. Et la seule et unique raison pour laquelle, moi, je n'ai pas changé depuis 30 ans, et je ne suis pas sûr que je changerai, j'ai toujours été attaché à l'opposabilité des tarifs. Mais l'opposabilité, ça ne veut pas dire les tarifs
comprimé par le bas. Ça ne veut pas forcément dire une opposabilité qui résulte juste des tarifs sécu. Ça veut dire une négociation entre tous les acteurs pour que l'on connaisse à l'avance le prix de la rémunération de la pratique médicale. C'est pour moi une condition économique indispensable à la réduction des restes à charge. Et c'est pour moi aussi, et ce n'est pas une figure de rhétorique devant vous, c'est pour moi aussi une condition du respect de la valeur de l'intervention des médecins. Pour moi, je suis persuadé que quand on est dans une logique dans laquelle la rémunération de son activité dépend de la capacité contributive de la personne à laquelle elle œuvre, ce n'est pas rémunérer l'acte médical à la valeur, et c'est contribuer dans l'esprit de la population à la déconsidération de l'activité médicale. Et ça, c'est des questions qui, pour moi, sont centrales. Et si on n'arrive pas, effectivement, à les aborder, si on n'arrive pas à en débattre, si on n'arrive pas à parler des conflits d'intérêts qui existent, il y a évidemment un conflit d'intérêts entre l'assureur et le professionnel de santé. Il faut le traiter, mais il faut le traiter en ayant posé ensemble les questions préalables que j'ai citées. Merci Étienne, comme d'habitude. Quand on prend l'exemple aujourd'hui, par exemple, des centres de santé, bon, le contre-exemple de la médecine libérale, souvent opposée, etc., on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les centres de santé, ils sont arrivés largement à leurs limites. Bon, on voit d'ailleurs les effets. On est en train de gérer une situation difficile dans les Bouches-du-Rhône, beaucoup la connaissent, les effets d'un salariat non responsabilisant et avec effectivement des vrais problèmes de productivité, si on veut se dire les choses très franchement. À l'opposé, la mutualité est sortie, c'est ce que Jourdagnot a voulu illustrer, est sortie d'une logique très idéologique dans laquelle il y a 10 ou 15 ans, on aurait effectivement promu uniquement le modèle du centre de santé et opposé le paiement à l'acte à d'autres. À la recherche de modèles qui soient des modèles qui répondent à un cahier des charges. Et ce cahier des charges, je l'ai esquissé tout à l'heure. C'est trouver une forme d'opposabilité, je suis très prudent dans mes termes, c'est décider effectivement des fonctions qu'on veut effectivement développer, donc rémunérer. Est-ce que c'est la coordination entre professionnels? Est-ce que c'est le travail collectif? Est-ce que c'est le développement d'un dossier médical? On peut évidemment imaginer énormément de choses. Travailler à un système d'information, Brigitte a insisté en disant que c'était une des conditions préalables à tout le travail collaboratif. Et derrière, évidemment, les mutuelles, elles ne vont pas financer ça sur les cotisations de leurs adhérents, sauf certaines qui commencent à avoir une taille suffisante, qui pourraient à la limite, mais ce n'est absolument pas le choix qui a été fait, développer des outils propriétaires. Bon, mais le choix de la mutualité a toujours été inverse, c'est de fabriquer des secteurs témoins. Donc à partir de là, ce qu'il faut, et ça c'est un véritable appel au travail avec les URPS et à la collaboration, c'est définir ensemble des cahiers des charges et s'adresser effectivement au pouvoir public, parce qu'il y a des marges financières dans certains domaines, pour arriver à démontrer la valeur ajoutée du modèle qu'on veut mettre en place ensemble. Parce qu'il ne s'agit pas non plus seulement de dire qu'il faut rémunérer la coordination entre professionnels par principe ou par une autre forme de dogmatisme. Il s'agit de dire qu'il faut rémunérer la coordination professionnelle si on est capable de démontrer la valeur ajoutée pour le système. Et c'est vraiment à ça, aujourd'hui, qu'on nous invite.